Bienvenue à tous dans le premier numéro du Rétro, un nouveau format proposé par les NBA Stories. Le Rétro est une série régulière d'épisodes de courte durée racontant des récits marquants de l'histoire de la NBA sur un ton léger et dynamique. Nous tenons à préciser que le Rétro ne vient pas remplacer les longs formats des NBA Stories, qui vous seront toujours offerts 1 à 2 fois par mois. Sans plus attendre, entamons notre voyage dans le temps. Notre aventure débute lors de la draft 2003 de la NBA. La Grande Ligue était alors dans une mauvaise passe suite à la fin de l'âge d'or de Michael Jordan. MJ désormais retraité, la NBA était désespérément à la recherche d'un nouveau prodige pour faire sa publicité. La Ligue souffrait alors d'une certaine désaffection du public, le jeu en lui-même devenant de plus en plus lent et n'attirant plus autant les foules. Ce fait fut confirmé par les finales NBA 2003 entre Nets et Spurs, qui virent la pire audience télévisée de l'histoire de la Ligue. Il faut dire qu'avec un MVP du nom de Tim Duncan, excellent mais peu divertissant, le spectacle n'était pas flamboyant. Le joueur des Spurs est d'ailleurs le seul à ce jour à être parti récupérer son trophée de MVP en tatane. Malgré la baisse de popularité de sa compétition, la NBA pouvait faire preuve d'optimisme, car un jeune prodige allait rejoindre ses rangs, LeBron James. Natif de l'Ohio, James était une véritable sensation alors qu'il n'était que lycéen. Le storytelling n'aurait pas pu être mieux écrit, car les Cleveland Cavaliers possédaient le premier choix de la draft. Sans hésitation aucune, la franchise de l'Ohio sélectionna LeBron James, qui ne tarda pas à déclencher un véritable phénomène populaire dans l'État. En plus de James, la NBA pouvait se frotter les mains, car de nombreux jeunes talents étaient sur le point d'éclore dans sa ligue. En 3e position de la draft 2003, les Denver Nuggets choisirent Carmelo Anthony. Vint ensuite le tour des Toronto Raptors de mettre la main sur Chris Bosh, puis Miami sur Dwayne Wade en 5e position. Les 4 joueurs précédemment cités rejoindront sans aucun doute le Hall of Fame, ce qui fait de cette draft 2003 l'une des meilleures de l'histoire. Mais comme vous l'avez sûrement deviné, nous n'avons pas encore évoqué le 2e pick de cette draft. Un choix convoité que possédaient les Detroit Pistons. Contrairement aux équipes habituelles du haut de draft, les Pistons connaissaient pour leur part du succès, eux qui atteignirent les finales de conférence quelques mois avant la draft. La franchise de Détroit avait pourtant réussi à mettre la main sur le 2e choix grâce à un astucieux échange réalisé avec les Vancouver Grizzlies en 1997. Avoir une équipe performante et la possibilité d'y ajouter un jeune talent, voilà l'aubaine que possédait Joe Dumars, alors président de la franchise. Dumars voulait être visionnaire, en outrepassant les jeunes talents locaux pour dénicher une perle internationale. Son attention se porta donc sur un jeune Serbe de 18 ans, du nom de Darko Milicic. Haut de 2,13 m, le joueur avait réussi à se démarquer grâce à son habileté au rebond et son apparente agilité malgré sa taille. Sous le charme, Dumars ferma donc la porte à Carmelo Anthony pour glisser dans l'enveloppe le nom de Darko Milicic. Darko, what do you know about Detroit? I've been in Detroit 2 times. It's nice for me, nice area. I've never been downtown, but I like people in Detroit. Si le jeune Milicic aimait les gens de Détroit, cela ne fut pas réellement réciproque. Dès la draft, certains pointèrent du doigt la sélection de Milicic, et notamment Rip Hamilton, qui jouait alors sous le maillot des Pistons. You know what? When you got Carmelo Anthony out there, man, it was hard to pass up on him. I think I had the same reaction everybody else had, and that was. Si LeBron James et Carmelo Anthony ne tardèrent pas à démontrer l'étendue de leur potentiel, Milicic fit de même pour exposer toutes ses limites. Dès son arrivée dans le Michigan, le constat était clair. Le Serbe n'était pas du tout prêt pour la NBA. Les Pistons étaient une équipe compétitive et ne pouvaient pas se permettre d'offrir plus de temps de jeu à Milicic, qui était un véritable boulet sur les terrains. Lors de sa saison rookie, Darko Milicic ne joua que 149 minutes, en inscrivant un total de 48 minuscules points. Les amoureux du basketball avaient mal aux yeux, en voyant un Milicic tirer à seulement 26% de réussite. Dès la fin de l'année rookie du Serbe,
il était évident qu'une erreur historique avait été commise par Détroit. Pourtant, Joe Dumars exprima sa confiance en Milicic, un diamant brut à tailler selon lui. Mais le niveau du joueur lui empêcha de fouler les parquets, ce qu'il critiqua publiquement en ces mots. « Je l'ai déjà dit 10 000 fois, la seule façon pour moi de m'améliorer est en jouant. Les entraînements ont des limites. Si vous voulez que je performe, faites-moi jouer. » Difficile de donner tort à l'entraîneur Larry Brown de ne pas faire jouer Darko Milicic, lui qui n'inscrivit jamais plus de 2 points de moyenne lors de ses 3 premières saisons en NBA. Brown s'exprima plus tard en ces mots. « Je n'ai aucun regret sur la façon dont nous avons traité Darko. Je regrette simplement qu'il n'a pas su être plus mature et patient. » De façon surprenante, Milicic profita des succès des Pistons pour s'offrir une bague de champion en 2004. Oui, Darko Milicic fut sacré champion 7 ans avant LeBron James. Malgré toutes ses péripéties sur le terrain, le joueur pouvait au moins se targuer de profiter des millions de la NBA en organisant de nombreuses fêtes arrosées. Il raconta notamment « J'ai vu un yacht qui me plaisait, alors je l'ai acheté sans plus tarder. Mon comptable m'a appelé, mais je lui ai dit « Relax, j'ai mon salaire qui tombe dans quelques jours. » Le yacht m'a coûté 700 000 $. Je l'ai utilisé 5 fois avant de le cogner contre un rocher et de le casser. Je l'ai revendu 1 mois plus tard en perdant 300 000 $ dans l'histoire. Avec rien dans les muscles et visiblement pas grand-chose dans la tête, Darko Milicic ne faisait plus rire personne et les Pistons s'en débarrassèrent finalement en 2006. Le Serbe réussit à timidement s'améliorer lors des années suivantes, où il voyagea d'équipe en équipe. C'est finalement dans le Minnesota en 2011 qu'il connut la meilleure saison de sa carrière, avec 8,8 points de moyenne. C'est donc ainsi que Darko Milicic a rejoint la liste de légendes noires de la draft NBA. Pourtant, son nom reste souvent moins cité que Sam Bowie ou Anthony Bennett lorsque l'on parle des pires choix de la draft. Cela étant dû au fait que malgré cet échec, les Pistons furent tout de même sacrés champions en 2004. La franchise de Détroit jouait alors un basketball appliqué et collectif. Qui sait si l'équipe aurait été championne avec Wade ou Anthony dans ses rangs. Jusqu'à aujourd'hui, Darko Milicic blâme les Pistons pour ne l'avoir que peu fait jouer étant jeune, signe de son échec en NBA selon lui. Mais le Serbe a vite tourné la page, en fuyant l'attention des médias et en se reconvertissant dans l'agriculture. Avec un butin gagné en NBA de plus de 50 millions de $, Milicic est aujourd'hui propriétaire d'une ferme de plusieurs hectares en Serbie. Lors de rares interviews, le joueur exprima avoir désormais trouvé la paix et avoir oublié le basketball pour se concentrer sur l'agriculture. En plus d'exporter ses pommes aux 4 coins du monde, le Serbe s'est tenté au kickboxing, une façon pour lui de retrouver la confiance. Ne pas s'effondrer mentalement avec l'étiquette d'un des pires choix de draft n'est pas chose facile. Pourtant, l'ancien joueur est parvenu à relever la tête et retrouver du succès. Oui, à tous ceux qui le sous-estiment, Darko Milicic a prouvé qu'il en avait dans le bide.